Bonsoir Christophe Hénol. Bonsoir. Alors vous êtes historien et archéologue à la direction de l'action culturelle de la collectivité de Saint-Martin. Aujourd'hui on va parler histoire. Le 23 mars, nous célébrons la signature du traité de Concordia. De quoi s'agit-il ? Alors le traité de Concordia, c'est un document papier qui a été signé par une dizaine de notables, de nobles et de militaires en 1648, au moment où des Français et des Hollandais se sont retrouvés sur Saint-Martin, sur la plage de Great Bay, et ont décidé d'énumérer un certain nombre de règles qui allaient régir leur coexistence sur ce petit caillou qui est l'île de Saint-Martin dans la mer des Caraïbes. Donc un traité qui régit la coopération des deux côtés de l'île. Il vient d'où ce traité ? Quelle est la genèse de ce traité ? Alors ce traité, pour raconter son histoire, il faut remonter longtemps avant, pas si longtemps mais quand même, à l'arrivée des premiers Européens dans cette zone du monde, dans la Caraïbe, avec les premiers voyages de Christophe Colomb en 1492. Cette zone va être explorée, puis colonisée par les Espagnols, puis par des Portugais. Le pape va décider que tout ce qui est à gauche d'un méridien va appartenir aux Portugais et à droite aux Espagnols, et la zone Caraïbe revient aux Espagnols. Les Espagnols vont commencer à s'installer dans les grandes îles de la Caraïbe, à Cuba, en République dominicaine, Haïti, à Porto Rico, et laisser un peu de côté les petites îles de la Caraïbe, dont Saint-Martin. Simplement, quand ils traversaient l'Atlantique pour ramener des soldats, des hommes, des femmes, des animaux dans ces grandes îles, ils arrivaient forcément sur cette barrière de petites îles de la Caraïbe, s'arrêtaient et palabraient avec les populations indigènes, les Indiens Kalinago, les Taïnos, avec qui ils échangeaient des couteaux, des verreries pour de l'eau, pour des vivres frais après plus d'un mois de traversée, et ensuite poursuivre leur chemin dans les grandes îles. Mais ils n'avaient pas pris possession de ces petites îles, en tout cas ils n'y étaient pas installés physiquement. Des aventuriers au départ, français, hollandais, vont armer des bateaux et venir dans les îles. Eux aussi vont rencontrer les populations indigènes, et certains, au bout d'un moment, vont prendre refuge dans des petites îles où il n'y avait personne pour rester là en embuscade. Ils attaquaient, c'était des pirates, des flibustiers, ils attaquaient ces navires espagnols pour les piller et récupérer les richesses. Et puis petit à petit, des petites villes, des villages se sont installés, notamment à Saint-Christophe, à Saint-Eustache et à Saint-Martin. Et puis un Français, Pierre Belin d'Esnambuc, qui est un Normand, qui est justement lui pirate, flibustier, se retrouve pris dans une embuscade à l'île de la Tortue, et puis il navigue avec un navire un peu en mauvais état, il a pris quelques coups de canon, et il se réfugie à Saint-Kitts, à Saint-Christophe à l'époque, où il rencontre ce Warner, cet Anglais qui est déjà installé. Ils discutent tous les deux, les choses se passent bien, et ils décident tous les deux de aussi partager l'île de Saint-Christophe. Donc il y a une partie française à Saint-Christophe, il y a une partie anglaise, et il y a une partie amérindienne, on dira, à cette époque-là. Donc Pierre Belin d'Esnambuc, lui, il arrive vers 1625, il s'installe à Saint-Christophe et il part directement en France pour prévenir le cardinal de Richelieu et lui dire, voilà, il y a des richesses à exploiter, du tabac qu'on peut charger sur des navires, il y a du sel dans certaines îles alentours, il serait intéressant qu'on mette de l'argent dans une compagnie pour emmener des colons, des engagés, coloniser ces îles et produire des denrées agricoles. Richelieu a les yeux qui s'illuminent, il y a des richesses en Amérique, il sera même actionnaire de la première compagnie qui va être créée en Amérique, qui s'appellera la compagnie de Saint-Christophe. Et donc à partir de 1627, Pierre Belin d'Esnambuc va armer des bateaux et amener 500 engagés, des femmes, des animaux, des plantes, de la nourriture, jusqu'à l'île de Saint-Christophe pour vraiment prendre possession de cette île. Et donc ces gens vont s'installer à Saint-Christophe pendant quelques années, mais les Espagnols de Saint-Domingue, avec les navires qui traversent régulièrement, ont très bien vu qu'il y a des bateaux qui arrivent à Saint-Christophe, qu'il y a du commerce qui se met en place. Les Hollandais, qui sont une nation de commerçants plus qu'une nation d'agriculteurs, on va dire, eux, ils arment des bateaux et c'est eux qui viennent charger le tabac à Saint-Christophe, produit par les Anglais ou les Français, qui le ramènent en Europe, qui en échange, parfois c'était de l'échange, on leur amenait de la viande salée, des haricots, etc., en échange du tabac
tabac qui, lui, était vendu en argent sonnant et trébuchant en Europe. Donc, et à partir de 1649, le marquis Don Fabrique de Toledo, il décide, par ordre du roi, de s'arrêter à Saint-Kitts et d'attaquer les Français et les Anglais pour les chasser de cette île, parce qu'ils sont vraiment sur la route des Espagnols et qu'il y a trop de pillage des richesses espagnoles quand ils traversent cette zone. Et ils débarquent, et Pierre Belin d'Esnambuc et les Anglais les voyant arriver, il y avait des navires dans la baie de Saint-Christophe, ils décident de charger toutes les populations sur ces bateaux. 400 personnes vont réussir à s'enfuir de Saint-Christophe avant la prise par les Espagnols, et il va les déposer à Saint-Barth, il va les déposer à Saint-Martin, il va les déposer à Anguille. À partir de ce moment-là, on va avoir à Saint-Martin quelques Anglais, quelques Français et des Hollandais qui vont commencer à ramasser le sel régulièrement à la saison sèche et encore une fois attendre qu'il y ait des navires hollandais qui viennent charger ce sel et leur donner des marchandises en échange, ce sel étant ensuite vendu en Europe ou dans les colonies de l'Amérique du Nord. Et alors ces Français et ces Hollandais restent à Saint-Martin pendant quelques années encore, et puis à nouveau les Espagnols, constatant que les îles commencent que ces Français, ces Anglais et ces Hollandais, non seulement on a essayé de les chasser de Saint-Christophe, mais ils sont revenus et en plus ils s'installent, ils s'épandent dans les îles alentours. Une quinzaine de navires marchands armés, plus des galions de guerre, ils décident de s'arrêter à nouveau après avoir traversé l'Atlantique, cette fois-ci devant la baie de Great Bay, où les Hollandais ont déjà construit un fort pour protéger leur exploitation des salines, etc. C'est vraiment à l'époque les Hollandais qui dominent la possession de Saint-Martin. Donc on a ce fort qui est là hollandais qui va être pris au bout de quelques jours. Certains d'entre eux, Hollandais et Français qui étaient présents sur l'île, ont pu s'échapper à travers les montagnes, ayant une connaissance plus grande de la géographie, des sources d'eau, etc., se cacher. À l'époque, partir de Great Bay et aller, par exemple, jusqu'à Cul-de-Sac côté français, c'était une expédition extraordinaire. Déjà aujourd'hui, avec les embouteillages, c'est difficile, mais à l'époque, à pied, dans les broussailles et les forêts, c'était pas évident. Donc, les Espagnols se cantonnaient à Great Bay. Il est possible qu'il y ait eu quelques Français et Hollandais qui ont vécu cachés un petit peu derrière les montagnes, vers Dutch Quarter, French Quarter, c'est souvent ce qu'on raconte. Ces deux quartiers, French Quarter et Dutch Quarter, le quartier hollandais et le quartier français, seraient les plus anciens quartiers français et hollandais de l'île de Saint-Martin à l'époque où les Espagnols étaient là, juste cachés derrière les montagnes qui encerclent l'étang de Great Bay. Donc des survivants qui ont fui la bataille qui restent là, qui observent, qui se cachent, on va dire. Et dans à la suite de ces Espagnols, à quel moment on arrive à une occupation hollandaise et française de l'île? Alors, au milieu de cette occupation, on a d'abord tous ces gouverneurs, ces commandants espagnols, je te disais, qui écrivent à leurs supérieurs et qui demandent de l'argent jusqu'au Mexique. C'est là que le gouvernement central qui transite par Saint-Domingue avant d'arriver à Saint-Martin pour s'équiper. Il faut des planches pour construire des cases. Il manque de matériel en toutes sortes. Et beaucoup de personnes meurent de maladies, beaucoup de soldats. La vie est difficile et dans tous leurs rapports, on voit que ils n'ont pas vraiment envie de garder la position et de rester ici. Presque, ils supplient Sa Majesté espagnole d'abandonner Saint-Martin et de quitter l'île. En 1644, les Hollandais vont essayer de reprendre l'île de Saint-Martin et c'est Peter Stuyvesant, qui était à l'époque gouverneur de Curaçao et qui deviendra gouverneur de la Nouvelle-Hollande. Et la Nouvelle-Hollande deviendra la New York, aux États-Unis. Donc, tu vois un peu le personnage, il part des Antilles, de Curaçao, il va faire un passage par Saint-Martin avec une armada pour canarder le fort espagnol, essayer de les déloger. Et Peter Stuyvesant va se faire tirer dessus à coups de canon. Et à New York, et même à Saint Martin, sur le port, il y a des statues de Peter Stuyvesant avec sa jambe de bois qu'il a perdue à Saint-Martin en 1644 en essayant de reprendre la position des Espagnols. Et alors pourquoi ces Hollandais décident de reprendre une île qui, au final, les conditions étaient difficiles Pour le sel. Donc c'est ça qui les intéressait. Ils reprennent le fort. Non, ils le reprennent pas. Les Hollandais, ils sont obligés de partir. Peter Stuyvesant se fait blesser. Ils abandonnent l'attaque. C'est une tentative, mais ils n'y arrivent pas. Et donc les Espagnols sont toujours là en 1644. Et à force
d'écrire à leur supérieur hiérarchique, bon, il n'y a rien à faire ici, même certaines saisons, le sel, on en récolte très peu, c'est pas rentable, etc. Et puis, à partir du mois de mars 1648, eh ben, ils vont définitivement abandonner Saint-Martin en remportant leurs prisonniers. Et puis, il y a une dizaine d'individus, 5 Hollandais, 4 Français, dont un dont le nom est resté à la postérité, il s'appelle Fichot, F-I-C-H-O-T, donc s'il y a des familles Fichot quelque part, c'est peut-être des descendants de ce Fichot, et un mulâtre, c'est-à-dire un sang-mêlé africain et européen, qui se retrouve à 10 sur la plage de Great Bay, qui constate le départ des Espagnols, qui voient dans quel état ils ont laissé ce qu'ils avaient construit, et ils décident, les Hollandais et les Français, de construire un piperie. C'était le nom qu'on donnait, le nom amérindien, d'un radeau qui était constitué de 3 ou 4 troncs d'arbres de bois flottés, et parce qu'ils n'ont pas de navire, ils n'ont rien, et de construire un radeau pour aller à Saint-Eustache, prévenir les Hollandais, le gouverneur hollandais, que Saint-Martin a été abandonné et qu'on peut revenir s'installer, et également à Saint-Kitts, à Saint-Christophe, prévenir Longvilliers de Poincy, qui est le commandant et gouverneur de l'île de Saint-Christophe, pareil pour les Français, pour venir à Saint-Martin. Ce sont les Français confient aux Hollandais la tâche d'aller à Saint-Eustache et à Saint-Christophe. Les Hollandais vont à Saint-Eustache, mais ne vont pas à Saint-Christophe. Et les Hollandais envoient immédiatement un navire hollandais pour reprendre possession de Saint-Martin au nom des États généraux de Hollande. Et on n'entend pas parler des Français à ce moment-là. Quelques jours après, Fichot, voyant que les Français ont été dupés par les Hollandais, ils construisent un radeau à leur tour, ils partent à Saint-Christophe, et là, Longvilliers de Poincy décide d'envoyer le sieur Martin Thomas, qui est un des Français qui est à Saint-Christophe, et pour prendre possession, pour discuter avec les Hollandais des droits que les Français avaient avant l'arrivée des Espagnols sur le territoire de Saint-Martin. Et alors ce Martin Thomas, il est accueilli par les Hollandais à coups de fusil et à coups de canon. Il ne le laisse pas débarquer, il arrive avec 30 hommes, un petit bateau, tranquille, il croyait que tout allait bien se passer, donc demi-tour, il retourne à Saint-Christophe, il informe Longvilliers de Poincy de ce qui s'est passé, là Longvilliers de Poincy arme un plus gros navire avec 300 hommes à bord, et là les Hollandais qui sont en sous-nombre, qui viennent à peine de commencer à s'installer, sont obligés de capituler et de discuter avec les Français. Et c'est ça la genèse du traité de 1648, c'est pas la Friendly Island dès le commencement, hein. Et là, il est décidé de partager l'île de Saint-Martin. Certainement, le partage s'est fait en fonction des territoires qui étaient déjà occupés par les Hollandais et par les Français avant l'arrivée des Espagnols, sachant que les Hollandais, ce qui les intéresse, comme on l'a dit, c'est le sel et la grande saline de Great Bay, et aussi cette grande baie qui fait 6 à 8 mètres de profondeur, de tirant d'eau, qui permet à leurs navires d'arriver au plus près de la côte pour charger les marchandises qui sont produites à Saint-Martin. Ce sont des marchands. Donc ces Français, ils étaient beaucoup plus producteurs, agriculteurs, éleveurs que ces Hollandais qui étaient eux commerçants. Et les Français recherchaient des terres plates, des terres humides, le nord de l'île, le Pic Paradis, la partie montagneuse, contrairement aux terres basses et au sud de l'île. Donc en fait, c'est comme ça que la répartition des terres s'est faite, et cette répartition des terres, elle est inscrite dans le traité qui a été signé le 23 mars 1648, sur une montagne qui se trouve aujourd'hui, quand on est au fond de Concordia et qu'on monte pour aller vers Saint Peters de l'autre côté, quand on est au sommet de la montagne, là, il y a le mont Concordia, le mont des accords, le mont du traité du 23 mars 1648, et dans ce traité, en fait, eh bien, vu les circonstances de tout ce qui est arrivé aux Français et aux Hollandais précédemment, les années précédentes, c'est un traité d'accord entre les deux pour dire les Français habiteront la partie nord de l'île où ils sont habitués, on dit, d'habiter, face à l'anguille. Les Hollandais habiteront la partie sud. On mettra en commun les ressources naturelles, le bois, la chasse, la pêche, les étangs, les rivières, les ruisseaux, les puits, les cours d'eau, tout ça pour permettre à chaque partie de colons de survivre, de pouvoir être en mode survie. Et également, on jure de se prêter assistance en cas d'une attaque d'autres nations, c'est-à-dire les Anglais, les Espagnols et tous les autres que les Hollandais et les Français.
sur l'île de Saint-Martin. Quand le traité a été signé, la frontière n'a pas été tracée. Dans le traité, il est explicité que les bornes de la frontière seront décidées ultérieurement avec, il fallait faire venir des arpenteurs, les géomètres de l'époque, avec leurs instruments en bois, pour délimiter et mettre des repères avec les montagnes, avec des amers, des points de vue qu'on superpose pour vraiment qu'il n'y ait plus de contestation sur la frontière. Alors la légende du coureur français et hollandais, elle est fausse ? Elle est déjà racontée dans des rapports de Auguste Descoudrelles, qui était commandant de Saint-Martin à partir de 1763. Plus de 100 ans après la signature du traité, il parle de cette légende qui dit que un Français et un Hollandais sont partis dos à dos de la région d'Oisterpond, qu'ils étaient censés courir autour du littoral et qu'à l'endroit où ils se rencontreraient, on tracerait une ligne par les crêtes et qu'on diviserait les cours d'eau ou les étangs en deux à cet endroit pour tracer la frontière. Et la légende raconte que le Français a fait boire un peu de gin ou de vin aux Hollandais la veille de la course, que le Français n'a pas suivi le littoral mais qu'il a coupé à travers champs, et que c'est ce qui expliquerait que la partie française représente 2/3 et la partie hollandaise seulement 1/3 de l'île de Saint-Martin. Et ça, c'est une légende. Moi, j'avais l'histoire du vin qui permet de mieux courir et la bière des Hollandais qui alourdit. Ouais, c'est sûrement les alcooliques qui ont trouvé cette histoire-là. De toute façon, une légende, c'est fait pour être enjolivé et transformé. Et en tout cas, de manière plus pragmatique, j'ai expliqué pourquoi les Hollandais ont la partie sud et n'ont pas pris de grande étendue de terre. Les Français étaient cultivateurs, éleveurs. Les Hollandais étaient marchands, avaient besoin de mettre leur bateau dans une baie abritée au sud, assez profonde. Et ils étaient intéressés essentiellement par le sel et la récolte du sel. Merci beaucoup pour toute cette histoire. Bonne célébration de ce traité de Concordia. Merci, bonne fête du 23 mars à tous. Merci.